Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue, bon midi et bienvenue à notre midi-conférence sur la flexibilité des régimes publics de retraite. Donc, on va s'intéresser à la fois à la flexibilité du régime où il y a le fédéral avec la pension de sécurité de la vieillesse, son supplément de revenu garanti, mais aussi du côté québécois avec le régime des rentes du Québec. Nous serons trois à prendre la parole. Je serai accompagné de Daniel Laverdière, qui est collaborateur externe à la chaire et actuaire, ainsi que Frédéric Allais-Rochon, chercheur à la chaire, qui se joindront les deux à moi au fil de la présentation. Alors, sans plus tarder, je vous donne un peu le déroulement de ce midi-conférence. Donc, d'abord, une courte mise en contexte, quelques éléments statistiques autour de la retraite. On va aborder les régimes publics dont je vous ai parlé, donc qui ont lieu au Québec. On va s'intéresser à la flexibilité et aux facteurs de risque associés au régime public de retraite. On va analyser notre approche pour faire nos simulations et les résultats de cette simulation-là. On va analyser les sensibilités à nos hypothèses. Est-ce que si on a un décès plus tôt, est-ce que ça change les résultats, etc. On va aborder la fameuse question de la crainte de laisser de l'argent sur la table si on reporte le début de nos prestations publiques. On va regarder quelques avenues exploratoires, notre simulateur web, et on va conclure par la suite. Alors ça, c'est le plan de la présentation. Donc, sans plus tarder, je débute. C'est moi qui débute la présentation avec une courte mise en contexte. Alors, pour débuter, il faut savoir qu'à chaque 6 ans, il y a des consultations publiques sur le régime des rentes du Québec. Les dernières consultations publiques se sont tenues plus tôt, au début de l'année 2023. Le Retraite Québec proposait des propositions pour adapter le régime aux défis du 21e siècle. Dans la foulée des consultations publiques, il y a eu le budget du Québec qui est venu confirmer ce que le gouvernement était pour faire comme modification au régime des rentes du Québec, qui était pour débuter au 1er janvier 2024. Donc, on va revenir un peu plus loin, soyez sans crainte, avec plus de détails sur les modifications qui vont arriver en 2024. Pour le moment, c'était un petit peu plus un survol que je souhaite faire avec vous pour nous amener, pour débuter sans plus tarder, là, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec quelques statistiques autour du thème de la retraite. Une première statistique qui est importante de voir, c'est à quel âge en moyenne les gens prennent la retraite. Et là, je débute un peu cette présentation-là avec un recul puis un regard historique, puis un regard comparatif avec l'Ontario. Donc, en 1976, il y a longtemps, l'âge moyen de la retraite au Québec était 65 ans, un petit peu plus tard même qu'en Ontario, qui était quelques mois plus tôt. Bon, ça, c'est en 1976. Quand on avance dans le temps, on s'en va en 1998. En 1998, à cause du contexte économique, à cause de la possibilité d'anticiper la rente du RRQ et l'idée qui était là à l'époque de faire de la place aux jeunes, bien, ça a eu pour conséquence que l'âge moyen de la retraite avait fortement diminué, avait diminué de 7 ans. On était rendu presque à la liberté 55. On était à 58 ans au Québec, 3 ans maintenant avant l'Ontario. Ça, c'était en 98. Maintenant, on va regarder, si on se ramène à nos jours, comment ça a évolué. Bien, ça l'a rehaussé. On est maintenant 5 ans plus tard au Québec qu'en 1998. On est revenu autour de 64 ans, à quelques poussières derrière l'Ontario, quelques mois derrière l'Ontario. Puis ce 64 ans-là qu'on observe au Québec, évidemment, c'est la donnée la plus récente, c'est 2021. Mais cet âge moyen-là cache un âge plus tôt pour les gens du secteur public, un âge un peu plus tardif pour les gens du secteur privé, puis encore plus tardif pour les travailleurs autonomes. Donc, il faut quand même garder ça en tête. C'est une moyenne homme-femme, c'est une moyenne qui contient du secteur public, du secteur privé et des travailleurs autonomes. Maintenant, je vais regarder aussi avec vous, selon les données de Retraite Québec,
à quel âge les nouvelles demandes pour la rente du Québec, à quel âge ont-elles lieu? Il y a encore en 2017, il y a 5 ans à peine, là, le 2 tiers des demandes se faisaient dès que possible, à 60 ans. Et à l'âge normal de demander la rente, à 65 ans, il y avait juste 15 des gens qui demandaient la rente à 65 ans. Ils voyaient encore très peu, un maigre 4 passer 65 ans. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder, mais oui, mais comment ça a évolué en 5 ans? En 5 ans, il y a eu quand même des changements marqués. On s'aperçoit que ceux qui demandent la rente le plus tôt possible, ils sont passés de 63 en 2017 à 46 en 2022, une chute de 17 points de pourcentage. Et on est maintenant rendu à 21 des gens qui attendent à 65 ans pour faire la demande, une hausse de 6 points de pourcentage. Et même si les chiffres restent modestes, bien, pour demander les rentes passées 65 ans, le pourcentage a doublé. On est passé de 4 à 8 Ça reste faible, mais ça a quand même augmenté significativement. Une fois qu'on a regardé, en moyenne, les gens demandaient leur rente, et là, on regarde à quelle heure, quelle est la valeur de la rente que les gens vont recevoir pour les nouveaux demandeurs en 2020. Donc, ceux qui demandent leur régime des rentes du Québec en 2020, mais là, on s'aperçoit qu'il y avait près de 45 des gens qui avaient entre 70 et 100 de la rente maximale. Et il y avait un autre 35 près de 35 qui avaient entre 30 et 70 de la rente maximale. Donc, c'est ce qu'on peut voir au niveau de la valeur de la rente que les gens reçoivent à partir pour les nouveaux demandeurs de rente. Bon, on va maintenant regarder l'espérance de vie ou l'âge auquel les gens anticipent leur décès. Puis sur quoi ils se basent? Puis les gens ont tendance à sous-estimer leur espérance de vie, puis c'est souvent basé sur l'espérance de vie à la naissance. Or, si vous êtes rendu à 65 ans, encore en vie, et vous avez circulé entre plein de causes possibles de décès, donc c'est sûr que l'espérance de vie va être plus grande. Mais l'espérance de vie à la naissance, hommes-femmes confondus, ça nous donne une moyenne de 62,5 années. Et comme je vous disais, si vous avez survécu pendant les 65 premières années de vie, l'espérance de vie pour quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, qu'on ajoute son espérance de vie à son âge, ça nous donne un âge de décès autour de 86 ans. Bon, on poursuit un peu dans les probabilités de décès, et là, on observe que c'est la distribution des décès des personnes de 65 ans et plus, selon 65 à passer 100 ans, ce qu'on observe. Et on voit que la probabilité la plus élevée, c'est de décéder on a 4 points quelques pourcents de décédés à 89 ans. C'est évidemment différent de l'âge moyen du décès des personnes de 65 ans et plus. L'âge médian est autour de 86 ans. Je poursuis avec l'idée que les gens souvent disent mais tu sais, c'est sûr que je ne vivrai pas jusqu'à 100 ans. Bien, il faut rappeler qu'une personne qui a 65 ans et plus a autant de chances de vivre son 100e anniversaire que de décéder à 67 ans. Donc, autrement dit, une personne qui a 65 ans aujourd'hui a plus de chances d'être en vie à 99 ans que de décéder à 67 ans. On a montré un peu ici le même exercice avec 80 et 95 ans. Donc, quelqu'un qui base son décaissement REER avec une fin de vie anticipée à 80 ans, il faut qu'il réalise qu'il a autant de chances d'être encore là à 95 ans. Je poursuis. Ici, pour montrer que les gens ont clairement tendance à sous-estimer l'âge à laquelle les personnes vont mourir. Donc, en plus des statistiques que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, ce qu'on va vous montrer dans les prochaines diapos, c'est qu'il va y avoir une amélioration de l'espérance de vie dans les prochaines années. Donc, en tenant compte de l'amélioration de la mortalité, lorsque quelqu'un arrive à la retraite à 65 ans, il y a une probabilité de survie de 50 à 90 ans.
moyenne, encore une fois, des deux sexes. Puis il y a encore une probabilité de survie de une chance sur 4 à 95 ans de répondre. Donc, il y a une chance sur 4 de répondre présent à 95 ans. Puis il y a même encore une chance sur 10 d'être là à 99 ans. Donc, les normes de planification financière nous disent, bien, vous devriez vous protéger avec un risque de survie de 25 et donc d'avoir des provisions jusqu'à 95 ans. C'est les données qu'il faut avoir en tête, là, mais nos collègues vont y revenir, dans les résultats futurs. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Frédéric présenter les régimes publics de retraite au Québec. Oui, donc de mon côté, là, je vais survoler avec vous les régimes publics de retraite au Québec. Donc, le système de retraite ici comprend une série de composantes là, qui se superposent. On peut l'imaginer comme une pyramide où, à la base, on dispose du programme de sécurité de la vieillesse, qui comprend la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Au centre, on a les régimes publics comme le régime de rente du Québec. Puis, à sa pointe, là, c'est les différents véhicules d'épargne privée, comme les REER. Nous, là, dans toute l'étude, toute l'épargne privée est en REER. Pour faire un tour rapidement, la PSV, c'est une prestation qui est quasi universelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir travaillé ni cotisé pour en bénéficier. Le montant maximal là, pour 2023 est de 8 355. Puis, il existe aussi un mécanisme de report là, jusqu'à 70 ans, ce qui veut dire qu'on peut débuter sa PSV à n'importe quel moment entre 65 et 70 ans. Aussi, la prestation est bonifiée de 10 à 75 ans. Du côté du SRG, là, c'est une prestation pour les aînés à faible revenu, dont le montant maximal là, est de 10 546 en 2023. Elle débute lorsque la PSV est payable, mais elle n'est pas majorée là, si la PSV est reportée. Le SRG diminue lorsque le revenu, autre que la PSV, augmente. Du côté du RRQ, là, le régime de base est à capitalisation partielle. Le maximum des gains admissibles, le MGA, pour 2023 est de 66 600. Donc, c'est sur les premiers 66 600 de revenus qu'on cotise au RRQ. Le régime offre une rente équivalente à 25 de la moyenne des revenus sur lesquels le travailleur a cotisé. En 2023, le montant maximal est de 15 460. Le régime supplémentaire est à pleine capitalisation, donc chacun cotise pour lui-même. Le premier volet du régime hausse de 8,33 le taux de remplacement de revenus, le faisant passer progressivement de 25 à 33,33 pour 2023, le montant maximal du régime supplémentaire est de 219 Il y a aussi un deuxième volet là, qui introduit une hausse du MGA vers le maximum supplémentaire des gains admissibles, le MSGA, qui représentera 114 du MGA d'ici 2025. Les deux régimes sont indexés selon la croissance du MGA avant la retraite et à l'IPC après la retraite. Comme Luc l'a dit plus tôt dans la présentation, il y a des consultations publiques aux 6 ans, puis la dernière a eu lieu au début de 2023. Il n'y a eu aucun changement à l'âge normal de la retraite qui est à 65 ans. Il est toujours possible d'anticiper la rente aussi dès 60 ans. Mais il y a quelques nouveautés là, en 2024, soit la possibilité de reporter l'âge maximal jusqu'à 72 ans. Il y a la fin de l'obligation de cotiser après 72 ans. Il y a rendre les cotisations facultatives pour les bénéficiaires d'une rente à partir de 65 ans. Et il y a une protection afin que les gains de travail d'une personne qui reporte sa rente là, après 65 ans ne puissent réduire la moyenne des gains en carrière. Il y a un autre point important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge fixe au Québec là, pour la retraite. On voit que la transition travail-retraite n'est plus quelque chose qui se fait rapidement, c'est plutôt progressif. Puis les programmes publics, eux, ils proposent des prestations dont la valeur diffère selon l'âge au moment de la demande. Il est important de comprendre là, que prendre sa retraite, soit cesser de travailler, n'égale pas nécessairement le début des prestations publiques. C'est la même chose aussi pour les régimes de pension agréés qui sont intégrés au RRQ. À 65 ans, on n'a pas l'obligation de demander son RRQ lors de la coordination. On va laisser Daniel nous présenter quelques facteurs de risque ainsi que la flexibilité du régime.
Oui, alors effectivement, bonjour tout le monde. Il y a plusieurs éléments de facteurs de risque lorsqu'on est à la retraite. On va en parler un petit peu. Mais Frédéric a parlé de flexibilité des régimes. On va les regarder un peu en termes de montant et de choix qu'on peut faire. Alors, si on revient à la pension de sécurité de la vieillesse, si on se base sur les paramètres de 2023, Frédéric a dit que la prestation de base était de 8 355, mais qu'on pouvait la reporter. Et si on la reporte, à la limite jusqu'à 70 ans, on aurait une prestation de 11 362 $. Ce qui manque ici dans le tableau, c'est que si j'attends 5 ans, ce ne sera pas 11 362 que je vais vraiment avoir, parce qu'en réalité, il va y avoir eu des augmentations de l'indice des prêts à consommation. Donc, je vais avoir plus. C'est la raison pour laquelle on a présenté le tableau en valeur de 2023. Critère important dans cette prise de décision est qu'il y a aussi une bonification qui a lieu à 75 ans. C'est tout nouveau. Donc, la bonification est de 10 %. Donc, 10 % de 8 355, c'est 835, qui mène notre prestation totale à 75 ans de l'ordre de 9 190 $. Ce qui est curieux un peu ici, quand le ministère a décidé d'apporter cette modification-là, cette bonification, c'est que le 10 % s'applique également si on a reporté. Donc, si j'ai reporté à 70 ans, je vais avoir 11 362 plus 10 %, donc plus un autre 1136, ce qui fait qu'en réalité, j'ai 300 $ de plus que mon collègue qui, lui, a demandé sa rente à 65 ans. Et pourtant, la fameuse rente à 75, ni l'un ni l'autre, on l'a reporté. Donc, c'est une bonification que je n'ai jamais reportée, mais qu'on me bonifie de 300 $. Donc, ça a un impact éventuellement lorsqu'on fait nos calculs. Un petit élément là qui vient influencer les résultats. De façon similaire, lorsqu'on regarde le régime de rente du Québec, ici, le tableau qu'on présente, c'est la rente combinée, là, la rente du régime supplémentaire ou du régime de base. C'est pour ça qu'à 65 ans, on voit un montant de 15 679. Contrairement à la PSV, ce montant-là peut être anticipé. D'ailleurs, la réduction pour anticipation, lorsqu'on a droit à la rente maximale, qu'il y a très peu de gens, là, Luc disait qu'il y a à peine 3 % des gens qui ont droit à la rente maximale, on a à ce moment-là une pénalité de 0,6 % par mois d'anticipation. Donc, si j'ai 60 mois d'anticipation, j'ai 36 % de pénalité. Donc, j'ai 10 035. Et à partir du moment que je reçois ce montant-là, il est indexé à l'inflation, puisque la rente en cours de versement est indexée. Si au contraire, je décide de retarder jusqu'à les règles connues actuellement pour 2023, je pourrais retarder jusqu'à 70 ans, la rente serait bonifiée de 0,7. Donc, pour un total de 0,7 fois 60 mois, ça ferait 142 %. Donc, j'aurais une rente de 22 264. Ici, c'est les montants sans ajustement reliés au fait que je reporte et que la croissance des MGA va normalement plus vite que l'inflation. Donc, dans 10 ans d'ici, si j'ai 60 ans et j'attends 10 ans, le montant que je vais avoir ne va pas simplement monter pour l'inflation, mais il va augmenter aussi pour la moyenne des maximums des gains admissibles, ce qui est encore un petit élément qui, lorsqu'on fait nos calculs, a une certaine influence. Également, lorsqu'on retarde de 60 à 65 ans, on peut avoir ce qu'on appelle des salaires à zéro, puisqu'on a pris notre retraite et on a pu accumuler. Et les salaires à zéro peuvent avoir une petite incidence à réduire la rente. Donc, on a une augmentation par le facteur, mais une petite réduction indirecte. Et heureusement, depuis le dernier budget, il est annoncé qu'à partir de 65 ans, maintenant, il sera possible que l'attente jusqu'à 70, puis l'attente jusqu'à 72 ans ne pénalisera plus maintenant. Donc, les salaires à zéro à partir de 65 ans ne pénalisera plus. Donc, c'est des éléments qu'on a tenu compte dans notre chiffrier. Si on récapitule un peu les montants que je viens de vous montrer et qu'on regarde différents types de combinaisons de décisions qu'une personne pourrait prendre, on pourrait voir une personne très rapide sur la gâchette et qui veut son régime de rente dès 60 ans recevoir 10 035. Donc, le montant a été réduit. À partir de 65 ans, bien entendu que cette personne-là qui est rapide sur la gâchette va demander immédiatement la rente à 65 ans de la pension de vieillesse pour un total de 18 390.
éventuellement aura droit à une bonification de 10 de la PSG, ce qui fait que, ultimement, en dollars de 2023, puisqu'au travers de tout ça, il y aura eu des croissances de l'inflation et aussi du MGA, la rente serait de 19 225. Si on décide plutôt d'attendre les âges normaux, et les âges normaux, ce serait de prendre la PSV à 65 et le régime de rente du Québec à 65. Dans nos calculs, ça devient un point de référence, ça. Prendre nos décisions à l'âge normal. On aurait, au lieu d'une rente ultime de 19 000, on aurait une rente de 24 000. Mais là, maintenant, il est possible, il était déjà possible de retarder jusqu'à 70 ans. Donc, on a fait le scénario ici, PSV 70, RRQ 70. Entre-temps, donc de 60 à 70, il faut bien sûr piger dans nos épargnes personnelles. Donc, ça prend de l'épargne pour prendre cette décision-là. Mais on arriverait à un montant ultime, un genre de filet de sécurité de 34 762 et avec la possibilité de reporter le régime de rente du Québec à 72 ans. Ce filet de sécurité pourrait être de 37 396 $. Il faudrait attendre plus longtemps, puis j'ai plus dans nos épargnes. Mais là, on aurait présent à nous probablement à peu près le double de celui qui aurait été rapide sur la gâchette. Et on est maintenant protégé pour ce qui est des différents risques, donc le risque d'inflation, parce que cette rente-là est indexée à l'inflation, ce qui m'amène à la prochaine étape. Les trois risques principaux qu'on rencontre à la retraite. Il y en a légèrement plus. Retraite Québec traite bien de ces risques, mais grosso modo, c'est le risque de rendement, parce que lorsqu'on gère nous-mêmes nos placements, nos REER, il y a un risque de rendement. Je regardais les rendements récents, je pense, du mois de la Bourse canadienne, c'était moins 4 On a tout le monde connu les hauts et les bas là, depuis le COVID, une chute terrible, une montée. Et si on ne veut pas de risque, on va dans les titres à revenus fixes. Et les titres à revenus fixes, quand il y a des montées, des taux d'intérêt, c'est moins drôle. Donc, le risque de rendement, c'est amplement discuté dans les médias. Ça peut rendre les gens nerveux. Les gens prennent des mauvaises décisions souvent. Le risque d'inflation, lorsqu'on est à la retraite, on veut que nos revenus soient protégés pour l'inflation. C'est un sujet qu'on ne parlait pas trop depuis une vingtaine d'années, peut-être même plus. L'inflation était vraiment dans la fourchette cible de la Banque du Canada, mais récemment, donc pendant la COVID en passant, pendant la COVID, on a été 12 mois en bas de 1 d'inflation. Très peu de personnes parlaient du fait qu'on était en bas, même on a une inflation négative à un certain moment donné, mais quand l'inflation devient positive et très élevée, comme elle a atteint un moment donné 8,1 d'inflation, là, les médias en ont fait un grand sujet de conversation et ça rend les gens nerveux, mais on sait que plusieurs programmes gouvernementaux sont indexés à l'inflation, donc les gens qui reçoivent une rente de la pension de vieillesse ou qui est indexée trimestriellement d'ailleurs, la rente du régime de rente du Québec est indexée annuellement pleinement à l'inflation. Donc, tous ces montants-là viennent avec le temps qu'à être pleinement protégés. Et pour ce qui est du risque de longévité, justement, quand on est planificateur financier et qu'on veut ne pas prévoir d'achat de rente ou de trucs similaires, bien là, il va falloir essayer de planifier pour une très, très longue durée de vie, peut-être 95 ans, comme disait Luc, peut-être 100 ans, parce qu'il y a une chance sur 10 que je me rende à 100 ans ou presque. Donc, à vouloir trop se protéger, des fois, on se prive un peu de dépenser. Mais pour gérer le risque de longévité, les rentes viagères, dont les premiers qu'on voit là, le filet de sécurité que je parlais lorsqu'on reporte, est un excellent outil de protection de ce risque de longévité. Donc, les trois risques ici, lorsqu'on est en train de recevoir une rente du régime de rente du Québec, on ne se préoccupe pas du rendement que va faire la Caisse. Le risque d'inflation, on est protégé. Le risque de longévité, on est protégé. Donc, c'est important de regarder ça dans le cadre de notre planification financière. Sur ça, je passe la parole à Frédéric. Oui. Oups. Je suis retourné dans le passé. Bon, du côté, pour faire cet exercice, on a eu besoin d'hypothèses, en autre d'hypothèses de planification financière. C'est pourquoi qu'on utilise les normes d'hypothèses de projection de l'Institut québécois de la planification financière de 2023, qui suggère que la croissance de l'inflation est de 2,1 %, l'évolution du MGA est de 3,1 %, le rendement de l'épargne privée est de 3 % après les frais de gestion là, pour un portefeuille équilibré, puis l'âge de décès est de 95 ans, là, 25 % de probabilité de survie selon les normes. Il y a d'autres hypothèses aussi, soit le moment de la prise de retraite qui est en 2023, que ce soit à l'âge de 60 ou 65 ans,
Puis aussi, il y a toujours l'âge du début d'emploi qui est à 25 ans. Parfait. Alors, je reprends le contrôle de la présentation pour aborder maintenant le résultat des simulations, section là, que je vais partager avec Daniel. Le premier élément, dans le fond, le premier objectif de nos simulations, c'était d'illustrer le besoin d'épargne. La section en vert ici, là, donc quelqu'un qui décide d'arrêter de travailler à 60 ans, qui demande ses rentes à l'âge normal de la retraite à 65 ans, a besoin de tout ce vert-là en épargne pour, disons, là, puis là, c'est une personne qui a gagné tout le temps le maximum des gains admissibles, donc qui a gagné autour de 66 000 en 2023, mais toute sa vie, il avait le salaire équivalent au maximum des gains admissibles et qui vise 60 % de revenus à la retraite, là, de revenus de retraite par rapport à son salaire qu'il faisait, bien, ça y amène à une cible, grosso modo, de revenus de retraite en dollars de 2023 de 40 000. Bon, mais là, pour financer son 40 000, s'il n'y a pas de régime de l'employeur, bon, puis il demande ses rentes à 65 ans, vous voyez, c'est le vert que ça va lui prendre en besoin d'épargne privée. J'ai volontairement mis des petits points d'interrogation parce que je ne veux pas dévoiler le punch et je vais laisser Daniel quantifier ce besoin d'épargne-là. Mais vous voyez un peu l'esprit. Et le deuxième objectif de l'étude, c'est de dire si on retarde le début des prestations ou si on anticipe ces prestations-là, qu'est-ce que ça vient faire sur le besoin d'épargne privée? Donc, regardez, si on l'anticipe, est-ce que selon vous, ça prend plus de verre ou moins de verre, donc plus ou moins d'épargne privée si on l'anticipe? Et à l'inverse, si on la reporte, est-ce que ça prend moins d'épargne privée? Puis là, vous voyez, sans dévoiler le punch, mais si on la reporte, bien, vous voyez que à partir de 70 ans et de 72 ans, on va avoir des prestations beaucoup plus importantes de nos régimes publics. Et ces régimes publics-là vont presque totalement financer les besoins la couverture des besoins de revenus à la retraite, si bien qu'on vient de se protéger contre le risque de longévité, parce que comme Frédéric et Daniel l'ont dit, ces deux prestations publiques-là sont pleinement indexées et donc on va avoir un besoin d'épargne privée très faible passé 72 ans. Je laisse Daniel aller beaucoup plus en détail et chiffrer ces effets-là de devancer ou non, ou d'en reporter ou non les prestations publiques. Merci beaucoup, Luc. Et effectivement, ce que j'aime aussi dans le tableau que tu as présenté, c'est que quand on regarde la zone verte présentement à l'écran, si quelqu'un peut trouver lourd à supporter là, les besoins de 60 à 70 ans, il y a toujours la possibilité que quelqu'un dise « Finalement, je vais travailler un petit peu encore à temps partiel parce que c'est trop lourd. » Alors que quand on revient à ta première étape où on peut manquer d'argent à très long terme, c'est un petit peu plus dur de lever le bras et de dire « Je vais aller me porter volontaire pour aller travailler à 90 ans. » Donc, j'aime bien cet élément-là. Alors, on va regarder trois situations de trois cas. On a pris un premier cas où une personne a gagné 100 % du MGA au cours de sa carrière et on a prévu un taux de remplacement du revenu de 60 %, le revenu brut. On a choisi 60 % parce qu'à une mission de 60 ans, c'est une grosse commande de demander 70 % par exemple. Donc, on a pris 60 %. Ça s'explique souvent, là, la baisse du taux de remplacement de revenus à la retraite parce que déjà, cotiser au REER, c'est 18 %. Cotiser au régime de rente du Québec, c'est un autre tout près de 6,5 %. Des fois, les paiements hypothécaires, la prise en charge des enfants, il y a des éléments qui changent et on pourrait justifier, puis on pourrait faire une analyse là-dessus, mais on est parti avec une étude de 60 %. Le deuxième cas, on a pris quelqu'un qui gagnerait au cours de sa carrière 75 % des MGA en moyenne. Donc, il arrive avec une rente plus petite que la situation 1. Et son objectif, ici, on le met à 70 % parce qu'on s'est dit, bien, moins que tu gagnes, moins que tu avais du lousse dans ton budget, on va mettre un 70 % de taux de remplacement de revenus, ce qui ferait un revenu à peu près de 35 000 de revenus bruts à dépenser. Et la troisième situation, c'est quelqu'un qui gagnait la moitié du MGA. Et encore une fois, cette personne-là, lorsqu'on gagne la moitié du MGA, donc 33 300, on s'est dit que c'est dur de subir une perte de revenus à la retraite, donc de tomber à 60 % par exemple. Donc, on a mis 90 %, ce qui fait trois situations avec des revenus bruts, un
de 5 000 d'écart, mais la rente derrière, la rente du régime de rente du Québec, elle est directement proportionnelle au pourcentage de la MGA. On a regardé quel actif, la zone verte que Luc parlait, quel actif ça prenait si je voulais être capable de prendre ma retraite à 60 ans avec les multiples scénarios qui se dressaient devant nous. Et ensuite, on a regardé, c'est peut-être une grosse commande, 60 ans, là, on a vu l'âge, c'est pas pour rien qu'elle a retardé un petit peu plus tard. Donc, on va regarder quelle somme ça prendrait si, au contraire, on prenait nos décisions à 65 ans. Et vous devinez que si on attend notre retraite à 65 ans, on prend comme prémisse qu'on n'a pas demandé le régime de rente du Québec avant cet âge-là. Alors, première observation, on s'aperçoit que quelle est la somme qui va combler la partie verte si on prend les programmes sociaux, les programmes gouvernementaux à 65 ans. Donc, je prends la PSV à 65 ans, je prends le régime de rente à 65 ans. C'est le premier graphique que Luc a présenté. Si je fais une retraite à 60 ans, ça me prendrait 623 619 $. Et la question ici piège, c'est bon, OK, si j'anticipe, est-ce que ça prend, ou je reporte, est-ce que ça prend plus ou moins d'argent versus cette décision-là? Si quelqu'un trouve très lourd la capacité d'accumuler 623 000 $, il faut se rappeler que le revenu de la personne, c'est 66 600. Donc, c'est à peu près 10 fois le salaire accumulé. Il serait possible de regarder et de dire non, je vais plutôt prendre ma retraite à 65 ans. Ça va me demander un montant de REER d'accumulation de régime enregistré de 413 000 $. Alors, à la prochaine étape, on va voir maintenant tous les chiffres qui sont inscrits au tableau ici représentent l'écart face aux 623 000. La zone en bleu à gauche, 623 619. Chacun des chiffres à droite représente quand je fais une combinaison, donc par exemple la combinaison PSV à 65 et RRQ à 65. Vous voyez, le chiffre, c'est 0, c'est normal, parce que je compare le scénario de 65-65 avec le scénario identique, donc ça ne fait aucun écart. Si par contre, je décide d'être celui qui est rapide sur la gâchette, qui décide de prendre de la PSV dès 65 ans et le régime de rente dès 60 ans, je m'aperçois que j'aurais besoin de plus que 623 000. Dans le fond, j'ai comme une perte. Ça me crée une perte financière qu'il faudra que je comble avec plus d'épargne. Donc, il faudrait que j'épargne 67 000 $ de plus que le 623 000. Au contraire, si on regarde le reporter au maximum la pension de vieillesse à 70 ans et le régime de rente du Québec, ultimement, là, à partir de 2024, on pourrait le faire, on irait chercher un gain de 122 000. Donc, mon besoin d'épargne, au lieu d'être de 623, moins 522, vous devinez que c'est à peu près 500 000. L'écart entre la meilleure décision, qui serait de reporter dans ce cas-là au plus tard, et l'écart entre la pire des décisions, c'est un écart de 189 000 $. Donc, quand on prend cette décision-là, les gens, des fois, n'ont pas ce chiffre-là devant les yeux et ils ne peuvent pas vraiment réaliser. Bien entendu, lorsqu'on parle de report, il faut avoir les ressources financières pour pouvoir le faire, mais à partir du moment qu'on a les ressources financières, on peut faire ce genre de choix-là. On va aller voir maintenant la décision si on décide de plutôt retarder, puisque 623 000, c'est un gros montant à obtenir, mais je décide d'attendre à 65 ans. Ma rente du régime de rente du Québec en passant va être légèrement supérieure, puisque je vais avoir plus d'années de contribution, de participation. Et le montant requis de l'épargne de crise devient 413 000 $. Donc, c'est en rapport avec le salaire de 66 600, c'est encore plus raisonnable maintenant à atteindre. Et si on regarde toutes les combinaisons possibles, la meilleure combinaison possible dans ce scénario-là est de reporter au total, et c'est 136 000. On se rappelle que tous ces calculs-là sont faits avec un taux d'actualisation de l'épargne, un taux de rendement de 3 après frais de gestion, puis je vous réfère aux normes de l'EQPF, et c'est un rendement qui correspond à un profil d'investisseur qu'on garde la vie durant. Donc, oui, peut-être qu'on peut être plus stock au début, mais moins stock à la fin. On va faire des tests de sensibilité sur ce niveau de rendement-là, donc on va faire varier, puis on verra ça dans quelques instants. Maintenant, si je vais à la prochaine étape, là, j'essaie de changer. Je n'en bouge pas. Ici.
OK, bon. Maintenant, on va regarder la situation 2. Je vais aller plus rapidement maintenant qu'on on a donné l'explication générale. Donc, on va aller voir combien ça prend d'argent si quelqu'un gagne moins que le plein MGA avec un taux de remplacement qui lui donnerait un revenu de 35 000. Donc, sa rente du régime de rente du Québec est plus petite. Le montant à 60 ans de base, de référence, si on prend les deux rentes à 65 ans, c'est 562 000. Et si on attend, parce que c'est un trop gros défi, à 65 ans, c'est 383 000. Encore une fois, à la situation 2, on regarde toutes les combinaisons possibles, on cherche quelle est la meilleure, quelle est la moins bonne. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont rapides sur la gâchette et sans s'en rendre compte, ils viennent d'alourdir leurs besoins d'épargne de 45 000 ici, alors que s'ils avaient attendu plus tard, c'est comme un gain qu'on aurait pu avoir. De façon similaire, si on retarde la retraite à 65 ans, tous les chiffres sont plus petits parce que le besoin d'épargne est plus petit, mais la meilleure des décisions demeure encore de reporter totalement. Soyez sans crainte, on va avoir des scénarios qui vont apparaître tantôt où, selon les cas, il sera possible de conclure, d'anticiper, c'est bon, mais on va les identifier ensemble. Alors, le troisième scénario, 50 du MGA avec un défi d'un taux de remplacement de revenus plus élevé. La commande qu'on a besoin d'avoir si on prend notre retraite à 60 ans, c'est un montant tout près de 500 000 $. Une retraite à 65 ans, ça demande un actif de 350 000 environ. Si on regarde le scénario d'une retraite à 60 ans, si je décide d'être rapide sur la gâchette et demander tout de suite les programmes gouvernementaux, ma pénalité ici n'est que de 26 000, donc il faudra que j'épargne plus que 500, peut-être 525 000. Mais encore une fois, la meilleure décision aurait été de reporter les programmes gouvernementaux sur la base de rendement de 3 sur la base de rendement de 3 Et ce qui est intéressant dans les tableaux, là, je n'ai pas mentionné dans les autres diapositives, c'est qu'on voit vraiment que de gauche à droite, quand je reporte la PSV, on voit que j'améliore ma situation. Si vous regardez la première ligne, je reporte la PSV. Donc, il y a un gain de reporter la PSV de gauche à droite sur chacune des lignes et de bas en haut également de reporter ou de ne pas anticiper entre 60 et 65. On voit qu'on a un gain. Donc, c'est ce qu'on a rajouté à l'étude, c'est vraiment les deux programmes combinés ensemble. Lorsqu'on regarde le montant, si on prend une retraite à 65 ans, on a moins besoin d'argent immédiatement et le gain, encore une fois, peut être énorme de 150 000. Donc, au lieu d'avoir besoin de 348 000, moins 150 000, donc j'ai seulement besoin de 200 000. Quelqu'un va dire, ouais, 200 000 pour quelqu'un qui gagne la moitié du MGA, c'est pas facile à atteindre, effectivement. Mais plus effectivement, on va dans des gens qui gagnent moins qui gagnent qu'une faible partie du MGA. Bien entendu, nos analyses deviennent un peu théoriques parce que souvent, les gens ont de la misère à simplement épargner là, à ce moment-là. L'analyse de sensibilité aux hypothèses. Maintenant, je vous ai mentionné qu'on ferait des analyses de sensibilité. Alors, la première analyse de sensibilité, on l'a appelée une mauvaise santé devançant le décès de 20 ans. Pourquoi qu'on a dit 20 ans? C'est parce que depuis le début, on fait des analyses à 95 ans. Dans le fond, on s'attaque au risque de longévité. Donc, on va regarder la situation de longévité, mais il y a quand même 25 % des gens qui se rendent à 95 ans. Je vous rappelle qu'il y a 50 % des gens qui se rendent à 90 ans. Donc, la moitié des gens devraient se rendre à 90 ans selon les normes de projection de l'Institut québécois de planification financière. Ici, on est à 75 ans, 15 ans avant la fameuse qu'on pourrait appeler comme moyenne. Donc, un décès à 75 ans, on appelait ça une mauvaise santé. Donc, j'ai 60 ans, puis je prévois là ma santé est un peu précaire et là, je dois prendre la décision. Là, on va changer dans nos calculs la durée de vie. Et là, on s'aperçoit que de retarder la rente à 70 ans, la PSV, et de retarder le régime de rente du Québec, c'est une mauvaise décision parce que c'est une perte de 75 000. Ça va me demander 75 000 d'épargne additionnelle dans mon REER, alors que anticiper les programmes gouvernementaux
gouvernementaux au complet, donc à 60 ans et 65 ans, me ferait faire un gain de 6 950. Est-ce que c'est la meilleure des décisions? Non, curieusement, c'est la meilleure des décisions serait peut-être le régime de rente à 61 et la PSV à 65. C'est un détail, on voit que les montants sont similaires. Même 62, le régime de rente est mieux que de tout anticiper. Mais on voit clairement ici que quand les planificateurs disent avec une espérance de vie très réduite, il vaut mieux demander les programmes gouvernementaux immédiatement. Alors, on va totalement dans ce sens-là ici. On a fait une analyse à des très faibles salaires. Très faibles salaires pour nous, c'était des gens qui gagnaient 35 du MGA. Donc, 35 du MGA, je pense qu'on parle de 23 000 environ. Et lorsqu'on fait cette analyse-là et qu'on reporte, et dans le cas des 23 000, dans le cas des 35 du MGA, on leur a mis un taux de remplacement de revenus de 100 Ce qui est nouveau dans le graphique, si vous voyez des zones en jaune, on s'est aperçu que quand on reportait et qu'on bonifiait les rentes, la rente du régime de la rente du Québec et la rente de la pension de sécurité de la vieillesse, avec le supplément de revenu garanti qui rentre en ligne de compte, on s'apercevait qu'à l'occasion, dans plusieurs des cas, lorsqu'on bonifiait, on avait des revenus plus élevés plus tard que ne l'était dans notre besoin vraiment de revenus de retraite. Encore une fois, ici, on voit que le besoin d'épargne, si on demande notre rente à 60, nos deux rentes à 65 ans, le besoin d'épargne est 150 000. Si on reporte totalement, mauvaise décision, parce que là, pour les gens à très faible revenu, c'est une mauvaise décision. Donc, pour ces gens-là, la meilleure des décisions, ou peut-être la décision naturelle que les gens feraient, c'est de dire, ben moi, je la demande à 60, 65 ans, mais ce n'est pas la meilleure des décisions. Curieusement, la meilleure serait 61, 66, juste attendre un an. On voit que le gain est de 16 473. Donc, sans surprise, des gens à courte espérance de vie ou des gens à très faible revenu qui sont très influencés par le supplément de revenus garanti, de demander les rentes immédiatement est une solution envisageable. On a maintenant fait un tableau en écartant les cas de très mauvaise santé puis les cas de salaire trop faible, où on résume un peu toutes les situations qu'on vous a montrées. Situation 1, 2, 3, donc les trois niveaux de revenus, auxquels on a rajouté trois types de rendement. Un rendement plus faible, 1,5. Un rendement de 3, celui de notre analyse, 3 après frais de gestion et la vie durant, 5 qui s'approche fortement d'un portefeuille en actions, si on regarde les normes de l'Institut québécois de planification financière. Et si on est positif, on va aller voir quelles sont les combinaisons de choix, de décisions. Si on va aller voir la section en vert, c'est quoi les meilleurs âges? Donc, si je vis jusqu'à 95 ans, vous voyez là, toute la colonne, peu importe le rendement, peu importe les cas de situation, on parle de reporter totalement le régime de rente du Québec à 72 ans et la pension de vieillesse à 70 ans. Si on a un âge de décès qui correspond plus près de la moyenne, disons 90 ans, n'oubliez pas, on est ici avec des tables de survie qui prévoient une amélioration de mortalité. Luc en a parlé tantôt. Donc, 90 ans, qui devrait être 50 des gens qui s'y rendent. On voit que lorsqu'on commence à avoir un taux de rendement plus élevé, au lieu de reporter totalement, peut-être que ça devrait être de reporter, mais peut-être pas pleinement. On voit dans la situation 1, c'est de reporter le régime de rente du Québec jusqu'à 71 au lieu de 72 et 68 ans pour la pension de sécurité de la vieillesse. Quand on compare le scénario des gains ou des pertes qu'on a montré tantôt dans plusieurs cas, on s'aperçoit qu'en augmentant le taux de rendement, on a pas mal les mêmes résultats, mais les écarts monétaires s'aplatissent. Les écarts monétaires s'aplatissent. Et si on regarde la situation 3, toujours pour une espérance de vie de 90 ans, au lieu d'être 61, 68, c'est 68, 70. Et ça demeure quand même loin de faire le choix immédiat. Et une espérance de vie, une durée de vie, un décès à 85 ans, vous voyez qu'encore une fois, le meilleur des combinaisons, c'est toujours de reporter au moins jusqu'à 68 ans le régime de rente du Québec, toujours de reporter au moins jusqu'à 68 ans. Et on voit que le régime de rente, pour ce qui est de la pension de sécurité de la vieillesse,
Encore une fois, il n'apparaît pas de 65 ans. Donc, ça donne un bon exemple ici. On voit que le taux de rendement fait juste varier quelque peu, mais pas tant. À moins que je mette un taux de rendement de 10 là, qui est peut-être un peu farfelu dans l'histoire, mais ça ne respecterait pas les normes de planification financière. Et quand on regarde les pires des choix, c'est essentiellement de demander des rentes immédiatement. Pire des choix, sauf pour ceux qui sont en mauvaise santé. Je vous rappelle ici que le 85 ans, ce n'est pas une espérance de vie. L'espérance de vie, selon les normes de l'UPF, le 50 c'est beaucoup plus qu'à 90 ans à cause de l'amélioration de mortalité. Donc, 85 ans, c'est déjà une santé un peu plus fragile que la moyenne. On voit que très peu de situations nous disent, dans le fond, toutes les situations nous disent que c'est essentiellement un mauvais choix, le pire des choix, d'avoir pris notre rente immédiatement. Donc, on espère que ceux qui ont les ressources financières et qui peuvent se permettre de faire un choix, mais on espère qu'ils puissent faire le bon choix. Alors, je reprends le contrôle de la présentation pour aborder la fameuse crainte de laisser de l'argent sur la table. Bon, qu'est-ce que c'est la crainte de laisser de l'argent sur la table? Puis on le voit souvent, là, puis je vois des gens réagir, là, même sur Twitter en ce moment, notre étude, puis ils se ramènent à l'espérance de vie à la naissance, puis ils disent, bien, c'est pas rentable tout ce que vous venez de dire, puisque en moyenne, on meurt à 84 ans au Québec. Mais non, c'est l'espérance de vie à la naissance qui est actuellement autour de 82, 83 ans. Mais quand on tient compte de la baisse des taux de mortalité, comme on l'a vu, vous avez une chance sur 2 d'être encore là à 90 ans, une chance sur 4 d'être encore là à 95, une chance sur 10 d'être encore là à 99. Donc, ça change l'analyse. Puis là, ici, on entend souvent dire qu'il faut demander les prestations le plus tôt possible, parce que si on décède trop tôt, on va laisser de l'argent au gouvernement. On va s'être privé de prestations sans profiter assez longtemps des bonifications. Puis ici, ce qu'on veut vous montrer, dans le fond, c'est de quelle manière l'âge à laquelle vous demandez le début de vos prestations va affecter votre besoin d'épargne. Et ici, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est, on vient avec l'idée, vous avez besoin de 620 000 d'épargne, quelqu'un qui veut prendre sa retraite à 60 ans, mais demander ses prestations à l'âge normal à partir de 65 ans, le besoin pour quelqu'un qui a gagné le maximum des gains admissibles, 66 000, qui vise 40 000 à la retraite, les chiffres qu'on disait tantôt, bon, puis qui veut se faire un niveau d'épargne bon pour être là jusqu'à 95 ans, il a besoin de 620 000. Puis là, on regarde ici, bien, chaque année, si vous décaissez des sommes de votre REER, mettons que c'est un REER, vous décaissez des sommes de votre REER, puis on voit l'épuisement jusqu'à 95 ans de votre épargne privée nécessaire pour vivre en plus des prestations. Bon, ça, c'est si vous prenez les prestations à l'âge normal où elles devraient débuter. Si vous faites le choix des anticipés, bien, si vous faites le choix des anticipés le plus tôt possible, à 60 ans, le régime des rentes, à 65 ans, la pension de sécurité de la vieillesse, bien, vous apercevez que bien, à 90 ans, vous avez un sol bien plus gros que si vous avez anticipé vos rentes avec le scénario de ne pas les avoir anticipées. Donc, il restera à peu près 40 000 dans vos épargnes privées si vous avez anticipé vos rentes, mais il en restera 120 000 de plus si vous avez débuté vos rentes à l'âge normal du début des rentes. Et l'autre élément important, c'est si vous avez devancé vos rentes, puis que ça donne que votre taux de mortalité joue en votre faveur, puis que vous êtes là jusqu'à 95 ans, bien de 91 à 95 ans, vous n'aurez plus d'épargne privée, vous allez l'avoir tout épuisé. Donc, il y a un risque que vous surviviez à vos épargnes de manière claire. Puis là, si on revient à l'idée de laisser de l'argent sur la table, bien, vous voyez ici la ligne, c'est grosso modo 77 ans. Quelqu'un qui anticipe toutes ses prestations dès que possible versus quelqu'un qui les demande à l'âge normal, bien, vous voyez que à 77 ans, vous arrivez équivalent en termes d'épargne entre les deux scénarios, mais que passé 77 ans, il vous en reste plus si vous les avez demandés à 65 ans. Donc, dans le fond, ici, là, vous voyez une petite zone, là, ici. Ça, c'est le gain si vous anticipez vos rentes et que vous mourrez avant 77 ans.
Et ça, ici, c'est le gain. C'est si vous attendez pour demander vos rentes et que vous vivez, mettons que j'arrêtais là, à 95 ans. Ça, c'est le gain d'avoir demandé vos rentes à l'âge normal. Donc, le jauni est plus grand du côté demander vos rentes à l'âge normal que de les avoir anticipées. On a fait un autre exemple où là, effectivement, le point de bascule est autour de 83 ans, 84 ans, où là, c'est dire vous décidez de reporter le plus longtemps possible vos rentes, 72 ans pour la RRQ, 70 ans pour le PSV, plutôt que de les demander à 65 ans les deux. Et là, bien, vous voyez que si vous décédez avant 84 ans, bien là, vous allez avoir moins d'épargne privée requise. Mais si vous décédez après 84 ans, là, vous voyez, c'est votre épargne privée qui, au lieu de se tarir, est en voie d'augmentation. Et si on arrive à 90 ans, bien là, vous vous apercevez que vous avez à peu près 350 000 d'épargne privée encore, ce qui est beaucoup plus que l'épargne que vous auriez du côté de le scénario pleinement de référence. Et là, je veux quand même le dire, là, ça ne change pas votre objectif de revenu à la retraite. Là. On ne dit pas que vous allez vivre plus modestement. Dans tous les cas, vous vivez avec l'équivalent en dollars constants de 40 000 par année parce que vous avez gagné l'équivalent de 66 000 sur le marché du travail puis que vous avez décidé d'arrêter à 60 ans. Dans tous les cas, vous avez le même niveau de vie. Mais il y en a un où vous avez moins besoin d'épargne parce que vous reportez les prestations. Bon. Il y a quelques avenues exploratoires qu'on aimerait aborder avec vous. Je laisse la première à Daniel, puis je vais reprendre les autres par la suite. Merci, Luc. Et effectivement, un autre point qu'on n'a peut-être pas mentionné jusqu'à présent, dans tous nos cas qu'on a fait, on a toujours eu le même revenu brut visé à la retraite, alors qu'il soit constitué de REER, plus de REER, moins de RRQ, plus de PSV, règle générale, dans tous ces cas-là, c'est le même revenu brut. Donc, la facture fiscale, peu importe la combinaison, donc on a écarté la fiscalité dans ce cas-là parce que c'est neutre fiscalement, un peu comme le faisaient les Instituts canadiens des actuaires dans leur analyse. Alors, allons à la prochaine étape où une des recommandations, vous savez, quand une personne prend une retraite anticipée, la pénalité pour quelqu'un qui a la rente maximale, c'est 0,6. Vous savez que ce n'est pas un vrai 0,6, on l'explique dans notre étude, c'est peut-être 0,5 plus une fraction. Mais disons que c'est 0,6, donc la pénalité pour retraite anticipée, elle est de 0,6, mais la majoration, elle est de 0,7. Et ce sont des chiffres linéaires. Donc, peu importe l'âge, c'est 0,7, 0,7. Si vous regardez la colonne mensuelle, l'ajustement actuel, c'est 0,7, 0,7, 0,7 pour le report. Et pour l'anticipation, c'est 0,6, 0,6. Ces facteurs-là qui sont linéaires viennent à un moment donné, lorsque les périodes sont courtes, ça peut aller comme approximation, mais quand les périodes sont longues, ça ne va plus. Je vais vous donner l'exemple de la retraite anticipée. Imaginons que la pénalité, elle est vraiment de 7,2 % par année pour une retraite anticipée. Et si, théoriquement, le programme permettait une retraite à 54 ans, à 50, c'est moins 14, c'est ça, 54 ans, 65, non, c'est à 51 ans, parce qu'avec 14 années d'anticipation, j'aurais 0% qui me resterait de ma rente. Parce que 14 années fois 7%, il ne me resterait plus rien. Donc, ça serait ridicule d'avoir un 0,6 par en arrière qui s'applique. Dans le fond, ce qui est proposé, je pense, dans une étude précédente de la chaire, René Baudry, je pense qu'il avait travaillé sur l'étude, avait dit plus on rajoute des années, par exemple, reporter à 72 ans, reporter à 75 ans, peut-être un jour, il faudrait commencer à ajuster le facteur. Au lieu d'être de 0,7, 0,7, il faudrait qu'il devienne à 0,8, 0,9, ce qui fait que, par exemple, avec un 1% de majoration à 72 ans, à 70 ans, au lieu d'avoir 42 %, on aurait peut-être préféré avoir 43,2 %. À 72 ans, au lieu d'avoir le 58,8 qui est annoncé, on aurait préféré, pour fin de justice actuarielle, d'avoir plus près de 76 %. Et bien entendu, si à un moment donné, on vient qu'à aller jusqu'à 75 ans,
on voudrait peut-être avoir un facteur qui continue d'augmenter avec l'âge. Fait que grosso modo, Luc, ces taux-là linéaires font la job quand c'est des courtes périodes, mais sur des longues périodes, ça distorde de la réalité. Parfait. Puis là, ben, on avait aussi d'autres avenues exploratoires qu'on voulait soulever très, très rapidement. À partir du moment où le gouvernement du Québec permet le report de la prestation RRQ de 65 à 70 ans, puis là, il dit on va aller jusqu'à 72 à partir de 2024, mais pourquoi pas aller jusqu'à 75? Encore une fois, c'est de la flexibilité accrue. Ça serait bon du côté du Québec, mais ça serait aussi bon pour la pension de sécurité de la vieillesse, donc c'est une proposition. La deuxième, du côté du régime des rentes, c'est rendre facultatives les cotisations pour tout le monde après 65 ans. C'est ce que certains avaient déjà proposé lors des élections de 2022. C'est ce qui avait été avancé comme promesse, mais lorsque les mesures ont été mises en place lors du dernier budget, on a offert la possibilité de rendre facultatives les cotisations pour les gens de 65 ans et plus, mais qui bénéficient de la rente du RRQ. Donc, pas pour tout le monde, pas pour quelqu'un qui décide de les reporter encore. Nous, on pense que c'est un mauvais choix de forcer les gens à demander leur rente pour pouvoir continuer de travailler sans cotiser. Je pense qu'on serait d'avis qu'il faudrait que ça s'offre à tous, que vous ayez ou non demandé votre rente. Bon, c'est peut-être un détail, mais ça reste une piste à explorer dans le futur. Prolonger la période pour changer d'idée. Donc, actuellement, on a 6 mois, si on demande nos rentes du régime des rentes, puis qu'on décide de ne plus les recevoir. On a 6 mois pour changer d'idée puis écrire à Retraite Québec. On pense que ça serait bien d'aller à 1 année. Donc, quelqu'un qui, sur un coup de tête, dit « Moi, j'arrête de travailler, je demande mes rentes », s'aperçoit qu'après quelques mois, préfère rester un peu sur le marché du travail et ne pas bénéficier des rentes tout de suite, pourrait pouvoir renverser sa décision. Du côté des assouplissements au régime d'immobilisation, il y a eu un grand pas de Retraite Québec qui a été fait pas plus tard que le printemps dernier, où il y a eu des assouplissements en matière des comptes de retraite immobilisés, ce qu'on appelle les CRI. Donc, ce qu'on dit, bien, il faudrait qu'Ottawa fasse de même du côté des REER immobilisés. Ça serait un grand pas. Puis le dernier point que je vais avancer rapidement avec vous là-dessus, c'est quand le REER a été créé, là, ça fait 66 ans, en 1957, là, on disait déjà l'âge limite pour convertir son REER à l'époque en rente, c'était 72 ans. Mais encore aujourd'hui, en 2023, bien que l'espérance de vie des gens de 65 ans et plus s'est nettement améliorée, on dit encore qu'il faut convertir son REER en fer à 72 ans. Il serait temps de revoir cet âge-là et pourquoi pas l'amener également à 75 ans, comme on en a parlé, moment où la pension de sécurité de la vieillesse est bonifiée d'ailleurs. Je laisse Frédéric vous présenter en quelques diapos un outil de simulation que nous avons conçu en même temps que l'étude. Oui, je vais y aller rapidement. En fait, afin de permettre plus de souplesse à l'utilisateur par rapport à l'étude, on a mis à la disposition de tous un outil interactif sur le web qui dispose de 7 paramètres modifiables, soit l'âge de la retraite, la moyenne des revenus de travail et le taux de remplacement de revenus, l'âge de décès, puis, attendez, dans les avenues exploratoires, l'âge de décès, pardon, l'âge de demande des prestations de PSV et RRQ et le taux de rendement net de frais. Donc, on peut voir ici là, un cas standard où il y a 100% du MGA, 60% de taux de remplacement de revenus. Bien, on a le même graphique que Luc vous a présenté plus tôt, donc avec en bleu le RRQ, la PSV en rouge. Il y aurait aussi du SRG en jaune s'il y en avait. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Puis, on voit aussi là, le besoin de décaissement là, de l'épargne privée en vert, puis avec le montant requis là, qui est de 623 916 $ à la retraite pour ce cas-là. Donc, on peut modifier, on peut repousser les demandes de prestations de retraite jusqu'à 72 ans pour le RRQ, 70 pour la PSV. On voit là, le déplacement de l'épargne privée nécessaire vers la gauche, puis les rentes bonifiées vers la droite. Donc, pour un montant d'épargne de 500 000, soit une baisse là, par rapport au cas où on prend l'âge normal de la retraite. Puis aussi, on a l'option de reporter la retraite à 65 ans au lieu de 60. Donc, on voit qu'il n'y a plus besoin d'épargne entre 60 et 65 ans.
mais que l'épargne requise là, est de 413 620 dans ce cas-là, si les rentes sont prises à l'âge normal. Donc, je laisse la parole à Luc pour conclure. Merci. Donc là, on arrive vraiment à la fin. Puis si vous avez quelques questions, vous pouvez les mettre dans la boîte de discussion. On va les prendre par la suite. Mais dans le fond, ce qu'on voulait faire pour terminer, ben, je pense que c'est important de dissocier l'âge de la prise de retraite de l'âge où débutent les rentes publiques. Clairement, c'est deux choses distinctes. Vous pouvez prendre votre retraite à 63 ans, mais vous pouvez débuter vos rentes beaucoup plus tard. Ça nécessite seulement un déplacement, utiliser plus rapidement son épargne privée. Je pense que choisir le moment où débutent vos prestations publiques, ça offre une belle flexibilité dans la retraite et dans la planification de la retraite. Il est impératif de mettre fin à l'adage « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». C'est pas vrai qu'anticiper toujours le plus vite possible les prestations lorsqu'elles sont là, que ça donne les meilleures réponses en termes d'épargne requise pour bien vivre jusqu'à la fin de nos jours. Fait que reporter les prestations publiques, ça apparaît souvent la meilleure option. Ça permet de bénéficier de gains financiers qui sont significatifs, de prestations qui sont majorées pour le régime des rentes et la pension de sécurité de vieillesse, des prestations qui sont majorées, mais qui sont ensuite indexées au coût de la vie à chacune des années restantes. Ça vous permet, considérant cela, c'est comme si vous avez une assurance là, longévité, donc il y a un moins grand besoin de niveau d'épargne dans ce contexte-là. Malgré tout ça, trop peu de Québécois se prévalent de cette possibilité-là de reporter leur rente. Je dirais néanmoins que le train est en marche. Il y avait seulement 4 des gens qui attendaient passer 65 ans pour demander la RRQ. 5 ans plus tard, on est rendu à 8. C'est quand même des gros changements. Donc, le train est en marche. Bon, puisque je suis titulaire de la chaire, je m'arroge le micro pour une dernière diapo pour vous dire la prochaine activité de la chaire. C'est le 11 octobre prochain. On parlera cette fois d'intervention de l'État et d'évolution des inégalités ou de redistribution des revenus. On aura pour l'occasion la présentation de 2 nouvelles études de la chaire où les auteurs viendront eux-mêmes présenter les résultats de leur étude. Donc, une sur les inégalités de revenus et une autre sur sa redistribution. Donc, sans plus tarder, j'irai dans la boîte de discussion pour essayer de voir si on peut soulever une question ou deux. J'ai vu que quand on parle, j'ai vu une question, là, quand on parlait d'épargne requise, peut-être juste Daniel ou Frédéric, préciser, là, c'est de l'épargne requise avant impôt ou après impôt? Je vais prendre le micro, Frédéric, si tu veux. Dans le fond, c'est de l'épargne avant impôt, parce que justement, quand on a le fameux dessin avec des zones vertes, des zones rouges, on veut que tout soit comparable. Donc, vraiment, on veut que le revenu du régime de rente est taxable, le revenu de la pension de vieillesse est taxable et le revenu du REER est taxable. Donc, on veut vraiment avoir une épargne brute pour que quand on fait des retraits, ça soit tous un environnement taxable. Dans d'autres outils, il sera possible de voir la situation de quelqu'un qui a juste du non-enregistré, du CELI. Mais règle générale, on voit l'impact. On voulait cibler l'impact un peu comme exactement l'étude faite par l'Institut canadien des actuaires il y a quelques années là-dessus, en comparant avec l'épargne brute. Il y avait justement un autre commentaire qui était est-ce qu'en utilisant le revenu brut, on ne donne pas trop d'importance à l'impôt et au coût de la vie? Puis le coût de la vie réel serait différent si on tenait compte du net avec certaines prestations gouvernementales. Effectivement, lorsqu'on a un coût de vie qui est marqué en 40 000 brut, le vrai coût de vie n'est pas vraiment 40 000, il est un petit peu plus bas parce qu'on a des impôts à payer sur ces montants-là. Mais la façon que l'étude est structurée, dans le fond, est vraiment structurée pour regarder le gain net qu'on va chercher en retardant le régime de rente du Québec. Mais oui, il y a des situations où, par exemple, supposons que j'ai jamais épargné un sou, puis là, je me retrouve avec un héritage de 400 000, qui est peut-être moins que 600. Bien, il est possible que je puisse prendre ma retraite, puis il est possible qu'avec un héritage de 400 000,
je décide de prendre des décisions un petit peu différentes parce que je voudrais avoir un minimum de revenus taxables à chaque année. Parce que mon 400 000, lui, il va générer du revenu de placement, mais peut-être pas tant. Fait que peut-être que là, je pourrais faire une petite décision différente. Mais règle générale, l'épargne retraite la plus importante qu'on retrouve, c'est souvent en REER. Et on voit vraiment qu'il y a un jeu. Mais le planificateur financier qui a des outils très complets, là, habituellement, pourrait faire toutes ces analyses-là. Le grand danger, c'est de sous-estimer l'espérance de vie. Si on fait tous ces calculs-là, on met du 80 ans comme résultat d'âge de décès, on vient de tout biaiser, puis on fausse la réalité. Parfait. J'ai une autre question que je vais prendre. On parle de la viabilité des régimes publics de retraite. On dit, considérant le vieillissement de la population, la longévité, le fait de l'évolution du nombre de travailleurs qui contribuent au régime versus ceux qui vont demander des prestations, est-ce qu'on pourrait pas voir une baisse des rentes dans le futur? Bien, il y a des études actuarielles qui sont faites et qui disent que le régime est viable du côté du régime des rentes du Québec, puis est viable pour les 50, 60 prochaines années, sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas qu'on se trompe grandement en pensant que le régime est viable, ce qui n'a pas toujours été le cas, là. Donc, si vous aviez posé cette question-là dans le tournant des années 90, effectivement, vous aurez dit, le régime, il y a un risque qui se tarisse et donc le gouvernement devra augmenter les taux de cotisation ou réduire les prestations, mais on n'est plus dans ce film-là maintenant. Les régimes sont bien financés et c'est encore plus vrai pour le régime complémentaire ou supplémentaire où là, vraiment, il est pleinement capitalisé. Donc, il n'y a aucune crainte pour ce qu'on cotise versus les prestations qu'on va recevoir dans le futur. Je vais essayer de trouver une autre question. Est-ce que les règles d'assouplissement d'immobilisation sont encore en vigueur, sont en vigueur sous peu ou c'est encore sous analyse? Daniel, concernant le CRI? Je ne sais pas. Je suis retraité depuis 12 mois. J'ai moins suivi, mais j'ai vu qu'effectivement, la tendance à Retraite Québec, c'est de vraiment totalement désimmobiliser les sommes. J'ai vu que le projet avance, mais où on en est récemment, là, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre sur le web. Je peux pas m'aventurer. On va espérer que quelqu'un complète la réponse. Mais le point est bon quand même, Luc, parce que si on veut faire la recette qu'on propose, il faut être capable de sortir l'argent de REER. Si on est limité par des maximums, on ne sera pas capable de vider notre piscine vide, comme on appelle entre nous, là, le verre, là, rapidement, on ne pourrait pas le faire si on était immobilisé. Parfait. Puis, on pose une question à savoir, est-ce que les conclusions sont similaires si nous n'étions pas au Québec, mais en Ontario, par exemple, et qu'on parlait du régime de pension du Canada? La réponse, tantôt, j'ai fait allusion à une analyse de l'Institut canadien des actuaires qui s'appelle le CPP Take-Up Decision, qui a été faite pour le CPP, avec une note qui dit que c'est similaire pour le Québec, mais l'étude a été faite pour le CPP. Ils ont une approche très similaire à la nôtre. Ils se concentrent seulement sur le CPP. Ils n'ont pas inclus dans leur étude la PSV, donc c'est plus, il y a moins de choix d'options. Et ils concluent que la même chose. Ils concluent même qu'avec du rendement en action, mais malheureusement, la volatilité reliée en action, on n'arrive pas à se sauver, que le report était plus souvent qu'autrement, à moins d'une mauvaise santé, la bonne décision pour le CPP, le régime de pension du Canada. Parfait. Puis la seule distinction pour le moment, c'est qu'à partir de 2024, le Québec va pouvoir reporter jusqu'à 72 ans. Il n'y a pas d'annonce en ce sens du côté fédéral, mais le reste, les régimes sont pas mal similaires, là. Peut-être une dernière question parce qu'on ne veut pas vous garder trop longtemps, mais que dire si nous considérons, au lieu d'avoir un REER, là, qu'on aurait un régime de pension de l'employeur non indexé, puis que le fait qu'on ait un régime de pension de l'employeur, ça nous limite dans nos cotisations au REER. Qu'est-ce que ça vient faire là, dans notre analyse, là? Bien sûr qu'on ne serait pas capable de reproduire dans le fameux tableau, il y a une grosse zone verte au tout début, là, Luc, là, le tableau, je ne sais pas si tu peux mettre l'écran, là, le tableau, le troisième où on reporte, oui, celui-là, la grosse zone verte au tout début, donc c'est pas celle-là, Luc, le son à côté, là. Celle-là, oui.
Non, la grosse zone verte à gauche. Celle-là. Ouais. Bon, celle-là ici, on ne serait pas capable avec un régime de pension agréé qui, lui, nous donne une strate de revenus. Donc, on aurait peut-être une strate de vert qui vient du RPA. Il y a une strate de vert qui viendrait aussi du REER plus petit qu'on aurait, mais il serait possible, il serait plus difficile d'être capable de tout retirer parce qu'effectivement, un régime de pension ne nous permettrait pas de faire cette stratégie-là. Mais tout au moins, il faudrait remanipuler un peu nos trucs. Mais oui, effectivement, ça mériterait une bonne conversation avec notre planificateur financier. Mais les facteurs de majoration et tout ça demeurent, et la rente qui est indexée demeure en partant comme un gain pour nous de le faire. Donc, mais oui, effectivement, on aurait un peu plus de complexité. Si la personne voudrait un revenu beaucoup plus élevé, puis on aurait plus d'étages verts en haut, là, on pourrait prétendre que la zone du haut, c'est la zone du RPA, mais là, ici, elle est trop mince là, pour un RPA normal. Là. OK. Puis, je termine avec une dernière. On a parlé dans la présentation des changements en 2024 au RRQ et dire qu'à passer 72 ans, il n'y aurait plus de cotisation au RRQ. Donc, je présume qu'il n'y a pas de formulaire à remplir. Là. Ça va être la loi. Là. Comme pour les moins de 18 ans, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de RRQ à payer. Donc, si on en avait payé, c'était remboursable. Ça va être la même chose passer 72 ans. Si malheureusement un employeur vous en a cotisé, bien, lorsque vous allez produire votre déclaration d'impôt, ça va vous être remboursé parce que vous n'êtes plus tenu de cotiser passer 72 ans. Je termine là-dessus. Je remercie mes collègues Daniel et Frédéric pour la présentation. Je vous remercie, vous, d'avoir été si nombreux. J'ai vu, on a franchi le nombre de 300 à un certain moment. On est encore 200 en ce moment, mais là, maintenant que je vous dis que je vous quitte, je vous vois vous débrancher. C'est tout à fait normal. Je vous souhaite bon après-midi de travail et à bientôt pour une autre midi-conférence.